Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très contents de vous présenter dans le cadre de ce lab cette étude. Donc cette étude, elle a été soutenue par la SFIL. Donc la SFIL, c'est une banque publique qui a fêté ses 10 ans cette année. Nous travaillons en partenariat avec la Banque Postale et avec la Banque Postale, nous sommes le premier financeur des collectivités locales. Ce qui est très important, c'est qu'en 2019, nous avons considéré qu'il y avait un virage très significatif à prendre pour soutenir la transition écologique et énergétique qu'on a fait avec notre partenaire, la Banque Postale. Et dans ce cadre-là, on a considéré que nous, notre métier, c'est de mobiliser l'épargne internationale pour apporter le financement au secteur public local dans les meilleures conditions financières. Et donc notre travail, ça a été de dire comment on peut apporter les meilleures conditions financières pour soutenir la transition écologique et énergétique. Et on s'est dit aussi, mais on peut aussi, notre rôle aussi est de contribuer au débat d'idées, de soutenir le débat d'idées. Et c'est donc ce qu'on a fait dans le cadre d'une première étude qu'on a faite avec I4C, une première étude que j'ai là, qui était sortie en octobre 2022 et dont le titre était « Quels étaient les besoins des collectivités et d'ingénierie pour les collectivités pour atteindre la neutralité carbone ?» Donc cette étude, elle a reçu, je pense, vraiment un bel accueil. Et son enseignement, c'est qu'il fallait doubler les investissements des collectivités locales pour atteindre la neutralité carbone selon le scénario de la SNBC. Donc le problème, c'est que tout ça, c'était un chiffre très spectaculaire qui avait fait pas mal parler. Mais le point qui vient après, s'il faut doubler les investissements, comment on les finance? Et donc ça, on s'est dit, c'était évidemment le point après qu'il fallait traiter. Et c'est l'objet de cette seconde étude qui a donc été réalisée par I4C et également par la direction des études de la Banque Postale. Donc François Tomaso, qui est chercheur senior chez I4C, chercheur senior territoire, hein, c'est ça. Chez I4C va vous présenter cette étude avec Julie Markov, qui est responsable d'études financières à la direction des études de la Banque Postale, que vous connaissez bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais me présenter en deux mots et présenter I4C parce que ce n'est pas toujours bien identifié. Donc, je m'appelle François Tomaso, je suis administrateur territorial, mais j'ai fait un virage et donc j'ai rejoint cet institut de recherche indépendant dédié aux enjeux économiques et financiers du changement climatique. Et donc, je suis responsable d'un programme de recherche spécifique sur les collectivités territoriales, leur rôle, leur place, quels sont les besoins, quels sont les financements. Donc, comme l'a très bien dit M. Costa de Beauregard, on a déjà un historique derrière nous de travaux sur ce sujet qu'on a voulu poursuivre. Et pour la première fois, on a mis en place un partenariat avec la Banque Postale pour une rédaction conjointe de cette étude sur le financement de la transition écologique dans les collectivités. Étude qui a également été soutenue par SFIL, par l'ADEME et par la Fondation européenne pour le climat, que je remercie puisqu'il y a des personnes ici. Donc, le point de départ de l'étude, c'est un paradoxe. Le paradoxe est le suivant. Tous les documents programmatiques sur les politiques climatiques de la France, là on parle principalement d'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire des politiques volontaristes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est vrai aussi pour tout ce qu'on en raconte sur les politiques d'adaptation, reposent sur une action massive et immédiate des collectivités locales, du fait de leurs compétences, du fait de leur patrimoine, du fait de leur capacité d'entraînement à l'échelle territoriale. Mais personne, à notre connaissance, à ce jour, ne s'est vraiment intéressé sur leur capacité financière à faire ce qu'on attend d'elles. Donc la question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'en faisant le pari d'un tel engagement des collectivités sans s'assurer de leur capacité à faire ce qu'on attend d'elles, est-ce qu'on ne se condamne pas tout simplement à l'inertie climatique? Et donc c'est pour ça que notre institut se positionne sur ce débat, parce que notre vocation est de faire en sorte que les collectivités accélèrent dans les faits, pas seulement dans les documents programmatiques. Donc pour cela, on a évalué les besoins. Je ne vais pas redire ce qu'a dit M. de Costa de Beauregard, et on s'est associé avec la Banque Postale, parce que la Banque Postale a historiquement une très bonne connaissance des finances locales dans leur ensemble, et qu'évidemment, on ne peut pas séparer l'action climatique des collectivités du contexte général des finances locales et des autres décisions qu'elles prennent en recettes et en dépenses. Et donc, à la fois par l'expertise des personnes de la direction des études de la Banque Postale et par les données dont ils disposent, c'était vraiment un partenariat très utile. Et donc, on a décidé de scénariser, et c'est ce qu'on va vous présenter maintenant, des hypothèses possibles. Alors, des hypothèses possibles de financement de cette
de cette marge d'investissement à gravir, en ayant en tête qu'on est encore très loin de la phase opérationnelle. Donc on vise principalement à faire grandir ce débat en audience, de façon à ce qu'il existe vraiment. C'est-à-dire que quand on parle climat, on parle décentralisation. Quand on parle décentralisation, on parle climat. Les deux sont intimement liés. Et le faire grandir aussi en qualité, parce que, très franchement, il est souvent réduit à des éléments de court terme, à des éléments de posture, et donc on essaye de le documenter mieux. Merci François. Donc du coup, effectivement, François vous a expliqué que pour répondre à comment est-ce qu'on peut financer ce doublement des investissements dédiés au climat, on a décidé de faire ça via une approche à travers 4 scénarios. Alors l'idée, c'est pas de dire qu'il y a un scénario qui est mieux que l'autre, c'est vraiment d'alimenter le débat et de voir quelles sont les marges de manœuvre financières à la disposition des collectivités locales. Donc là, on vous a présenté effectivement les 4 scénarios pour vous expliquer comment on a procédé dans cette étude. Donc déjà, on a fait ce qu'on a appelé un scénario de base ou ce qu'on peut appeler aussi un scénario au fil de l'eau. Donc on a déjà regardé comment on a fait des projections sur l'évolution des finances locales jusqu'en 2030. Donc on a fait des prévisions sur la période 2023-2030. Là, on a fait une évolution classique des investissements. On n'a pas ajouté d'investissements en plus dédiés au climat. On a fait une hausse modérée des ressources propres, une faible utilisation du levier fiscal, pas d'utilisation du fonds de roulement. Donc le fonds de roulement, c'est la trésorerie des collectivités locales. On est parti sur une hypothèse de DGF stable, d'un fonds vert qui finalement n'était pas encore pérennisé, donc qui s'arrêtait en 2024, avec bien sûr après les versements en crédit de paiement, et le tout s'ajustant par un recours à l'emprunt. Donc on a déjà fait ce premier scénario. Et à partir de ce scénario de base, on a créé nos 4 scénarios en ajoutant les investissements supplémentaires dédiés au climat. Donc ça a vraiment été la base de notre travail. Donc on a fait un premier scénario qu'on a appelé le scénario dette, c'est-à-dire qu'on a donc ajouté au tendanciel des investissements, les investissements climat supplémentaires, et on a considéré que tous ces investissements supplémentaires finalement étaient financés par de l'emprunt supplémentaire, donc par de l'endettement supplémentaire. On n'a pas touché aux autres leviers de financement par rapport à notre scénario de base. Ensuite, on a fait ce qu'on a appelé un scénario redirection. C'est-à-dire que là, on a considéré qu'il y avait des investissements supplémentaires dédiés au climat, mais que ces investissements se faisaient à la place d'autres investissements. Donc finalement, on n'a pas d'augmentation de nos volumes d'investissement, c'est juste que les collectivités locales renoncent à faire d'autres investissements qui ne sont pas dédiés au climat. Ensuite, on a fait un scénario État, où là, on a considéré que le levier de financement, ce qu'on changeait par rapport aux autres scénarios, c'était les transferts versés par l'État. Donc là, on a fait l'hypothèse, alors on en parle beaucoup en ce moment dans le salon et au congrès, d'une DGF qui serait indexée sur l'inflation. Vous savez qu'actuellement, ce n'est pas du tout le cas, mais on a voulu voir effectivement si ça apportait des marges de manœuvre financières supplémentaires aux collectivités locales, et on a considéré que le fonds vert était pérennisé tous les ans. C'est-à-dire qu'on a considéré que chaque année, il y avait une enveloppe de 2,5 milliards de fonds verts pour les collectivités locales. Et enfin, on a fait un scénario ressources propres. Là, cette fois-ci, ce qu'on a fait évoluer, le levier de financement qu'on a utilisé, c'est vraiment les ressources à la main des collectivités locales. Bien sûr, principalement le levier fiscal. Là, on a fait un effet assez important sur les taux, sur une évolution des taux, et notamment, bien sûr, de la taxe foncière sur les propriétés bâties. On a fait un effet aussi sur les tarifs. On a fait un effet plus important sur les cessions d'immobilisation, donc vente de patrimoine des collectivités locales. Et puis, on a également fait une hypothèse de prélèvement sur le fonds de roulement des collectivités locales. Donc, on a considéré que chaque année, les collectivités locales allaient prélever 2 milliards d'euros sur leur trésorerie. Donc, voilà très rapidement les 4 scénarios qu'on a établis dans cette étude. Et après, on a regardé les ratios financiers, on a regardé les courbes, on a regardé effectivement quelles étaient les marges de manœuvre permises grâce à ces différents leviers de financement. On en a déduit un certain nombre de constats. Alors 6 au total. Alors on va vous les passer assez rapidement, mais c'est quand même important de les avoir en tête. Il y en a un qui est assez logique, c'est que bien entendu, on atteint un pic d'investissement dans 3 scénarios sur 4. Alors pourquoi 3 sur 4 ? Parce qu'il y en a un, je vous expliquais, qui est un scénario de redirection, donc où on n'a pas les investissements supplémentaires vu qu'ils sont faits à la place d'autres investissements.
Donc un pic historique, on vous a mis un chiffre un peu emblématique, on atteint en 2030 93 milliards d'euros de dépenses d'investissement, soit une hausse de 38% sur l'ensemble de la période. Juste petite information, parce que vous avez peut-être en tête déjà les niveaux d'investissement des collectivités locales. Là, on est hors périmètre outre-mer. C'est France métropolitaine et on n'a pas dans l'étude pu traiter l'outre-mer. Ensuite, autre constat, tous les scénarios débouchent sur une hausse significative de la dette des collectivités locales. Je vous le disais, tous nos scénarios finissent quand même par boucler sur un recours à l'emprunt, quel que soit le levier de financement utilisé. Et finalement, on a une hausse de l'encours de dette, quel que soit le scénario. Après, selon les scénarios, cette hausse de l'encours de dette est plus ou moins importante. Donc là, par exemple, bien sûr, c'est le scénario dette où on a la hausse la plus importante, qui est une hausse qui est vraiment conséquente, vu qu'on a plus de 100 milliards de hausse de dette des collectivités locales sur l'ensemble de la période pour le scénario dette. Par contre, dans le scénario redirection, on n'a que, entre guillemets, une hausse de 27 milliards d'euros. Mais malgré tout, on a tout le temps cette hausse de l'encours de dette. Ensuite, autre constat, on a fait aussi cette étude par niveau de collectivité locale. On vous présente les chiffres pour l'ensemble des collectivités locales. Si vous regardez l'étude, on a aussi regardé pour le bloc communal, les départements et les régions, ce qui se passait. Et il se trouve que les départements et les régions font plus rapidement face à des difficultés de financement, notamment au regard du ratio de délai de désendettement, le nombre d'années d'épargne brute nécessaires pour rembourser la dette. Il y a une dégradation assez forte et assez rapide de leur délai de désendettement. Et si on regarde même, c'est vrai qu'on a fait une analyse globale, bien évidemment, il y a des disparités qui sont fortes, même au sein du bloc communal. On parle d'endettement, toutes les communes ne pourront pas s'endetter encore plus pour la transition écologique. C'est vrai que nous, on est sur une maille assez macro. Autre constat, il y a des économies d'énergie. On a fait des investissements pour l'énergie, donc on a mis aussi dans nos scénarios les économies d'énergie générées en électricité, en combustible et carburant, etc. Il y en a qui sont réalisées, mais elles ne permettent pas, même sur toute la période 2030, de financer les investissements supplémentaires. Ces économies contribuent au financement, mais en aucun cas, elles permettent de financer, bien sûr, l'intégralité de ces investissements. Autre remarque, le scénario ressources propres, je vous le disais, il fait surtout appel au levier fiscal, à la hausse des taux d'imposition. Nous, quand on a regardé, c'est celui qui permet de dégager les marges de manœuvre financières les plus importantes. On a une hausse de l'épargne brute qui est assez forte dans ce scénario. Par contre, politiquement, c'est bien évidemment le plus compliqué à mettre en place. Ça veut dire qu'on fait reposer le financement de la transition énergétique sur le contribuable ou sur l'usager des services publics, parce qu'on a mis aussi une petite hausse des recettes tarifaires. Et puis, sixième constat, là, cette fois-ci, effectivement, on a mis un soutien accru de l'État dans le scénario État. On a mis plus de fonds verts, plus de DGF. Alors, pareil, ça permet de soutenir l'épargne brute, les recettes d'investissement, mais c'est loin d'être complet et il faut automatiquement, pour résoudre l'équation, avoir recours à l'endettement dans ce scénario État. Donc voilà rapidement tous les constats qu'on peut faire. Et en fait, tous ces constats viennent contribuer au débat et appellent un certain nombre de questions. Donc pour conclure, et après comme ça on aura quelques minutes s'il y a des remarques ou des questions. Comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, il n'y a pas en fait un scénario qui marche. Donc la conviction que l'on en tire, c'est d'abord qu'il va falloir probablement toucher à tous et définir des trajectoires à la fois locales et nationales qui, par la mobilisation de tous ces leviers, dans des proportions qui restent à définir, permettent d'atteindre la neutralité carbone dans les délais qui sont impartis. Donc, la question qu'on a ensuite cherché à évoquer, et dans le rapport, on essaye d'être assez précis sur chacun des points qui sont évoqués ici, donc je vous renvoie à la lecture, évidemment, c'est quel débat chacun de ces leviers ouvre. Parce qu'évidemment, chacun des leviers ouvre des débats politiquement, techniquement difficiles. Le premier levier, celui de la dette, ouvre trois débats de nature très différente. D'abord, côté État, il ouvre le débat de la cohérence entre le discours sur la dette locale qui peut être porté dans la programmation des finances publiques et le discours sur la dette locale qui peut être porté dans le cadre de la programmation de la planification écologique. D'un côté, on dit désendettez-vous et de l'autre côté, on dit endettez-vous, si je caricature un petit peu.
Donc là, il y a probablement un travail de scénarisation approfondie pour que les signaux envoyés au monde local soient plus clairs. Deuxième levier, il y a la question de l'appétit des élus locaux pour la dette. Quand bien même les signaux sont clarifiés, il y a toujours dans le monde local une réticence qui peut exister et qui après tout, qui relève de la libre administration des collectivités locales pour recourir davantage à l'emprunt. Il y a une vision de la dette locale encore, bien souvent, une bonne gestion de sa collectivité, une gestion de bon père de famille, c'est de rendre son mandat sans emprunt ou approchant. Et ça, dans le cadre de la transition, c'est un discours qu'il faut quand même réinterroger. Troisième point, et là je me tourne vers les acteurs bancaires, c'est celui de la disponibilité et du coût du crédit. Parce qu'évidemment, ce n'est pas tout de dire qu'il faut s'endetter plus, encore faut-il que l'argent soit disponible à un prix abordable. Deuxième point, il y a la question de la redirection, c'est-à-dire des choix, finalement, des arbitrages, ce que les collectivités font tous les jours. Mais c'est un choix qui prend une importance particulière dès qu'on parle de climat, puisque du coup, on parle de montants très importants. Le premier débat que ça ouvre, c'est de mieux connaître les dépenses vertes et brunes des collectivités, parce que ça permet quand même de mieux savoir ce qu'il faut prioriser et ce qu'il faut peut-être déprioriser. Voilà. Et ça rejoint la volonté gouvernementale de généraliser les budgets verts ou les nomenclatures vertes. Il y a eu hier une table ronde sur le sujet dans le cadre du Congrès des maires. Et derrière, d'évaluer le potentiel de réorientation des dépenses brunes. Évidemment, ça rejoint aussi le débat en cours et porté par le gouvernement dans ses revues de dépenses, de l'efficacité de la dépense locale et de ce qui peut être reporté au nom du climat. Troisième scénario, celui du soutien accru de l'État. Ce n'est pas un scénario si simple, parce que ça ouvre la question qu'on ne peut pas éluder, nous, en tant que chercheurs, de comment l'État se finance lui-même, puisqu'il est confronté à peu près au même type de débat. Donc ça ouvre quand même la question de l'évaluation de l'impact des dotations versées. C'est-à-dire que quand on discute avec des collectivités, la façon dont est géré le fonds vert aujourd'hui vient concrètement soulager les collectivités qui en bénéficient pour le projet pour lequel elles en bénéficient, mais ne vient pas déclencher le geste d'investissement. Donc ce n'est pas véritablement des dotations qui impulsent des changements. Donc ça mérite d'être réinterrogé. Évidemment, comme l'a dit Julie, ça ouvre aussi le débat du soutien de l'État en fonctionnement, via la DGF dans nos scénarios, mais ça peut être autre chose, mais de dire que ça ne suffit pas d'avoir des dotations ciblées pour l'investissement quand à côté, il y a des tensions sur l'épargne. Le premier déclencheur du geste d'investissement dans les collectivités, c'est l'épargne et l'anticipation d'épargne. Et c'est ça qui génère ensuite l'effet de levier dont on a besoin pour investir. Et enfin, on ouvre la question de la politique de subventionnement entre collectivités. Comme l'a dit Julie, on a souligné les difficultés que rencontraient rapidement dans plusieurs de nos scénarios départements et surtout régions. On sait que les départements et les régions sont des soutiens importants des communes pour les financements, pour les investissements et notamment pour les investissements pour la transition écologique. Donc, est-ce que demain, ces acteurs auront toujours la possibilité de soutenir les communes et le cas échéant, si jamais elles ne le peuvent pas, qui les remplace? Dernier point, le sujet des ressources propres. Alors là, c'est évidemment un débat qui mériterait plus qu'une minute, mais ce qu'on ouvre comme débat dans le rapport, c'est celui de l'équité du financement de la transition, quand on fait reporter ce dernier sur le contribuable ou l'usager dans la structure actuelle des finances locales. Je m'explique. On sait bien que la finance locale aujourd'hui repose principalement sur les propriétaires fonciers, ménages et entreprises, les propriétaires fonciers immobiliers. Donc, est-ce que c'est juste, c'est une question, de faire reporter le financement de la transition sur ce contribuable-là? Voilà. Ça, en tout cas, c'est un débat qu'il faut ouvrir. Et un débat qui est plus large d'ailleurs que les collectivités sur comment financer la transition juste. Et d'un deuxième sujet, il y a la question de la cohérence entre les bases de la fiscalité locale actuelle, notamment foncière, et un certain nombre d'autres objectifs environnementaux, notamment le zéro artificialisation nette. À partir du moment où on dit qu'il faut cesser d'artificialiser, cesser de bâtir, je caricature évidemment, c'est pas ça que dit Lausanne, mais qu'il faut, disons, avoir une meilleure maîtrise de son foncier dans les collectivités, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas, tant que ça, optimiser le rendement de ces impôts fonciers. Voilà en gros les débats que le sujet nous amène à ouvrir. Évidemment, ce rapport connaîtra des suites. On compte sur toutes les personnes que ça intéresse pour le relayer et pour lui donner de l'audience, parce que le plus important n'est pas tellement d'en déduire un scénario, mais simplement que le débat soit ancré et qu'il monte, comme je le disais en introduction, en qualité. Voilà, maintenant s'il y a des questions, je crois qu'on a peut-être quelques minutes, je ne sais pas, mais on est à disposition.
Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'avais une question sur votre conclusion. Vous disiez que la solution repose sur un mix. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que vous voyez déjà une trajectoire malgré tout qui prend peut-être le pas sur les autres, ou un mix de deux scénarios qui quand même sont plus importants que le reste? Vas-y. Je peux attaquer, Julie, tu complètes? Ouais. Non, voilà. Non, en fait, il y a assez peu de documents de programmation des finances locales. En fait, il y en a un, c'est la loi de programmation des finances publiques, mais d'une part, elle est quand même très opaque sur ses sous-jacents. Par exemple, c'est tout bête, mais la trajectoire des finances locales qui est inscrite dans la loi de programmation des finances publiques, elle n'est pas détaillée en comptabilité budgétaire, donc pour une collectivité, c'est très difficile de retrouver ces petits. Et deuxièmement, elle n'est par exemple pas détaillée par échelon. Et troisièmement, on ne retrouve pas les investissements climatiques dedans. Donc ça fait quand même beaucoup de choses pour dire que c'est un document. Donc nous, la réponse est non, mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut. Le gouvernement s'est engagé dans le cadre de la loi de programmation à voter l'année prochaine ou à faire adopter l'année prochaine une stratégie pluriannuelle de financement de la transition écologique. Et donc, généralement, côté I4C, maintenant, notre gros enjeu, c'est de faire en sorte que les collectivités ne soient pas oubliées de ce document, que ce ne soit pas une stratégie de financement de la transition écologique par l'État, mais bien une stratégie de financement de la transition écologique par la puissance publique, intégrant les collectivités et sans doute aussi les acteurs privés, mais ça c'est un autre débat. Oui, après nous on échange en plus là en ce moment sur ces 3 jours énormément avec les collectivités locales, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'elles sont déjà en train d'utiliser un mix de tout ça. Donc, alors, effectivement, la redirection, c'est un vrai sujet, ils en parlent énormément, et on a entendu à plusieurs tables rondes le mot de renoncement. J'ai entendu un atelier hier, effectivement, un maire qui disait il faut qu'on apprenne à renoncer. C'est aussi ça, faire des choix, c'est renoncer. Et c'est vraiment un mot qui commence à faire renoncer, faire des choix qui est très important. On a aussi entendu au même atelier, il va falloir qu'on augmente les taux. Où là, ce matin, on parlait avec des maires qui nous disaient encore, ça fait 20 ans qu'on n'a pas augmenté les taux de fiscalité. On était vraiment dans cette démarche de non, on ne veut pas augmenter. Oui, on va le faire. Enfin, c'est vraiment, on se rend compte que finalement, le mix, ils sont déjà en train de le faire. Donc, c'est, voilà. Après, ça va dépendre de leur situation personnelle, chacun. Merci. Aline, j'anime un réseau de financiers territoriaux. Si je leur présente ces chiffres-là, notamment d'aide, j'ai peur qu'ils aient très très peur. Et je me demandais, est-ce que vous avez pu, parce que finalement l'augmentation de la dette se retrouve dans tous les scénarios à différents niveaux, est-ce que vous avez pu étudier la soutenabilité de la dette? Est-ce qu'on peut vraiment leur demander d'aller à ces niveaux de dette? Alors, c'est toutes les difficultés. Bon, déjà, on serait ravis d'échanger avec votre réseau. Voilà, je le dis, ça nous intéresse. Donc, évidemment, le sujet de la soutenabilité nous a animés beaucoup. La difficulté des études macro sur les collectivités, c'est évidemment qu'elles sont très différentes de l'une à l'autre. Et donc, certaines sont dans une excellente situation financière et d'autres sont dans une situation financière dégradée. Et donc, on a essayé de montrer quelques chiffres pour montrer cette diversité. Comme l'a dit Julie, on a fait le constat que départements et régions, il y avait très vite des problèmes. Au sein du bloc communal, c'est également un sujet. Néanmoins, globalement, on constate qu'il y a un potentiel d'endettement assez fort au niveau du bloc local. Voilà. La question, c'est plutôt celle des signaux et celle de la volonté de faire. Après, on vous a présenté les chiffres en milliards d'euros. Alors effectivement, il y a cette hausse de 100 milliards d'euros sur le scénario dette qui est très très impressionnante. Il y a quand même, on a regardé aussi l'évolution en pourcentage du PIB, qui est un ratio qui est regardé. Dans 2 scénarios, ça baisse en pourcentage du PIB. Donc ça veut dire que finalement, l'évolution dans 2 scénarios, alors c'est le scénario ressources propres et le scénario redirection, la dette, elle n'augmente pas plus vite que la croissance économique. Et on a même une baisse de l'encours de dette en point de PIB. Donc c'est vrai que le chiffre de 100 milliards sur le scénario dette était très très impressionnant. En réalité, il faut relativiser. Dans certains scénarios, c'est une évolution qui est plutôt tendancielle et qui n'est pas exponentielle. Bonjour, Laurent Segaud, Terre de Territoire. J'avais 2 questions. Alors d'abord, est-ce qu'on peut peut-être rappeler, je ne le connais pas, le poids de la dette des collectivités locales sur leur budget versus celui de l'État? Donc est-ce qu'il y a encore finalement une marge de progression là-dessus? Première question. Deuxième question,
Alors, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat. J'entends beaucoup les élus, que je ne suis pas, dire qu'ils ont perdu depuis très longtemps une marge importante sur leur fiscalité, sur leur capacité à trouver des revenus. Et je vois que c'est un scénario que vous n'avez pas du tout étudié, celui de modifier la fiscalité et de retrouver et de permettre aux collectivités de retrouver finalement leur marge de manœuvre. Il est complètement absent. Merci. Okay. Non, je vais vous répondre effectivement sur ces 2 points, et puis vous pourrez compléter peut-être même Luc Alain. Sur le premier point, celui de la dette, en gros, la dette publique, c'est 110% du PIB aujourd'hui à peu près, et les collectivités, c'est un peu moins de 10%. Quand je dis collectivités, c'est les administrations publiques locales. C'est un périmètre qui est plus large que les collectivités. Si on prend les collectivités stricto sensu, c'est 7,5% du PIB, et c'est un pourcentage qui est incroyablement constant dans le temps. Voilà. Et c'est ce ratio que les documents programmatiques de l'État, pour lesquels les documents programmatiques de l'État prévoient une diminution dans les années à venir. Donc c'est-à-dire un désendettement des collectivités. Et c'est ce ratio que nous, dont on constate que dans 2 scénarios sur 4, il diminue légèrement, et que dans 2 autres scénarios, il augmente légèrement et fortement pour l'un d'entre eux, celui évidemment dette. Donc ça, c'est pour le premier point. Donc une dette locale qui représente une petite part de la dette publique et qui est tout à fait stable dans le temps. Le deuxième point, effectivement, on aurait pu, dans notre travail de scénarisation, aller beaucoup plus loin, déjà en ouvrir plus que 4, et aller beaucoup plus loin dans l'ambition. Notamment, on aurait pu effectivement réinterroger la structure fiscale. On aurait pu aussi imaginer de nouvelles répartitions des compétences, parce qu'après tout, on peut toucher aussi à l'architecture de la décentralisation. Pourquoi pas? Il paraît que le sujet est de nouveau sur la table. On a fait le choix pour cette première étude, et ça pourrait être intéressant de réinterroger, de rester relativement dans le cadre de l'immédiateté de la décision publique, c'est-à-dire sans toucher à l'architecture même, ni des finances locales, ni de la décentralisation. C'est un choix discutable, c'est un parti pris de l'étude. Je crois que ce sera la dernière. Je crois qu'en termes... Ouais. Bonjour, une question autour des hypothèses de base du modèle. Comment est-ce que vous avez évalué le montant d'investissement dans le modèle, et est-ce que ça couvre toutes les facettes de la transition écologique ? Alors, il y a 2 questions. Je te laisserai répondre sur la transition écologique. On a déjà fait, on vous le disait, une évolution des dépenses d'investissement calée sur le cycle électoral, avec une évolution moyenne sur toute la période, sans inclure les investissements climat. Donc déjà, regarder s'il n'y avait pas ce doublement climat, comment évoluaient les investissements. Donc là, on a pris quelque chose de très tendanciel, cycle électoral. Et ensuite, effectivement, on a fait les investissements climat. Et donc les investissements climat sont issus des travaux qu'a mentionné M. Costa de Beauregard en introduction, c'est-à-dire des travaux de l'année dernière, qui en gros c'est 6,5 milliards d'euros d'investissements annuels supplémentaires à partir de maintenant et en 2030. On a rajouté l'inflation, on les a un peu musclés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au regard de l'évolution du débat depuis 2022, il faut considérer ce chiffre comme un strict minimum de ce qui est nécessaire, pour plusieurs raisons. Mais en 2 mots, la première, c'est que le périmètre de la planification écologique est plus large que celui de ces investissements. C'est-à-dire que là, on ne parle que d'atténuation du changement climatique. Par exemple, il n'y a pas tout le sujet de l'eau, le sujet de l'adaptation, etc. La deuxième raison, c'est que la SNBC est en cours de révision. Donc la SNBC, c'est la stratégie nationale bas carbone. Et que si les objectifs changent, ce sera forcément à la hausse. Et la troisième raison, c'est que sur les coûts unitaires de la rénovation, qui sont un gros sujet, on est plutôt bas. Donc en gros, ça tend à renforcer plutôt les messages de l'étude, de se dire que ces investissements, c'est plutôt une minoration de la réalité. Je crois que c'est fini. Merci beaucoup. Et peut-être ils l'ont pas dit, mais ils l'ont pas dit parce qu'ils sont très modestes. Mais moi, je peux le dire. L'étude, elle est vraiment très agréable à lire. Elle est très complète, elle est très pédagogique. Et peut-être c'est pas dit aussi, mais les études de NI4C, elles sont téléchargeables sur le site. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous retrouverez la première et toutes les autres. Il y en a plein d'autres aussi sur les budgets verts. Enfin, il y a vraiment une mine incroyable sur le site. Évidemment, la direction des études de la Banque Postale peut tout à fait compléter. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci.